Ma fille a crié « Tu es seule parce que tu le mérites ». Toute la table est restée silencieuse. Je me suis simplement levée et je suis revenue avec quelque chose dans les mains. Et en moins de 30 secondes, son visage est devenu pâle, parce qu'elle a finalement compris ce qu'elle venait de provoquer. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Besson et j'ai 63 ans. Bienvenue sur cette chaîne. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien. Paris, réveillon du Nouvel An 2023. Dîner chez ma fille Anaïs. Du champagne sur la table, des rires, de la musique. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand j'ai entendu. Ma mère a toujours été égoïste. Je me suis retournée. Anaïs se tenait dans l'embrasure de la porte, bras croisés, regard glacial. Mes mains étaient mouillées, je les ai essuyées lentement sur le torchon. Anaïs, 30 ans, cheveux noirs, robe rouge, tenait un verre de vin. « Tu es seule parce que tu le mérites, maman. Tu as détruit notre foyer. Tu as éloigné papa de moi quand j'avais le plus besoin de lui. » Le silence dans le salon était absolu. Clément, mon gendre, s'est arrêté de parler. Leurs amis ont baissé les yeux. Même les enfants ont arrêté de jouer. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, encore une fois. Je ne pouvais pas respirer. La douleur était insupportable. J'ai posé le torchon, j'ai pris mon sac et je suis sortie sans dire un mot. Personne ne m'a retenue. Personne n'a dit « Catherine, reste ». J'ai descendu les escaliers en tremblant. Mes jambes pouvaient à peine me porter. Dehors, il faisait un froid glacial, ce froid de décembre qui vous pénètre jusqu'aux os. Les lumières de Noël brillaient partout dans les rues de Paris. Mais moi, je ne voyais que du noir. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fermé la portière et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Mes mains tremblaient sur le volant. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma propre fille pouvait-elle me haïr autant? Ce qu'Anaïs ne savait pas, c'était que je n'avais pas toujours été cette femme silencieuse et effacée. En 1987, j'avais 19 ans et je venais d'entrer à la Sorbonne pour étudier la littérature. J'étais pleine de rêves, d'ambitions, de vie. Je voulais devenir journaliste, écrire, voyager, découvrir le monde. François avait 23 ans quand je l'ai rencontré. Il travaillait dans la publicité, il était charmant, ambitieux, élégant. Il semblait parfait. En 1993, j'avais 25 ans et j'étais enceinte de 7 mois. Nous vivions dans un petit appartement du 13e arrondissement. Un soir, j'étais en train d'organiser mes livres dans la bibliothèque quand François est rentré. Il a jeté sa mallette sur le canapé. « Catherine, la maison est en désordre. Le dîner est prêt ?» J'ai levé les yeux vers lui. « Chérie, j'étudiais pour l'entretien de demain à la maison d'édition Je. » Il m'a interrompu. Son ton était froid comme la glace. « Étudier? Tu es enceinte? Oublie ces bêtises de carrière. Ta place maintenant est ici, à t'occuper de la maison. » Et c'est comme ça que mes rêves sont morts, un par un. François ne m'a jamais frappé, jamais levé la main sur moi. Mais il m'a effacé, mot par mot, jour après jour. Il a détruit ma confiance, mon estime de moi, ma personnalité. J'étais devenue une ombre, une femme invisible dans sa propre vie. Et le pire, c'est qu'Anaïs ne voyait rien de tout ça. Elle voyait son père comme un héros, un homme parfait qu'il aimait plus que tout. Assise dans ma voiture ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai ouvert le coffre et j'ai cherché sous la couverture vieille et usée. Mes doigts ont touché quelque chose de dur, de rectangulaire. L'album. L'album que j'avais caché pendant 13 ans. Celui que j'avais juré de ne jamais ouvrir devant elle. Mais maintenant, il n'y avait plus le choix. Elle devait savoir, elle devait comprendre. Même si cela allait détruire l'image qu'elle avait de son père. Même si cela allait lui faire mal. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. J'ai pris l'album, je l'ai serré contre ma poitrine et je suis retournée dans l'appartement. Mes pas résonnaient dans l'escalier. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quand je suis entrée dans le salon, tous les regards se sont tournés vers moi. Anaïs était assise sur le canapé, bras toujours croisés, regard défiant. Clément était à côté d'elle, mal à l'aise.
Les invités ne savaient pas où regarder. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai posé l'album. Un vieil album en cuir marron, usé par le temps. « Tu veux savoir pourquoi je suis seule ? Ouvre ça !» Anaïs m'a regardé avec hésitation. Elle a jeté un coup d'œil à Clément qui a haussé les épaules. « C'est quoi ? Encore du drame ?» Sa voix était pleine de mépris. J'ai posé mes mains sur la table pour ne pas trembler. C'est la vérité que j'ai cachée pendant 13 ans. La vérité sur ton père. La vérité sur ce que j'ai enduré pour te protéger. François gagnait très bien sa vie. Il travaillait dans une grande agence de publicité sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais il dépensait tout. En paris en ligne, dans les casinos de Deauville, dans des voyages qu'il faisait seul, il disait qu'il avait besoin de se détendre du stress. Moi, je restais à la maison avec Anaïs, sans argent, sans liberté, sans vie. Je me souviens d'une nuit en 1999. Anaïs avait 5 ans, elle dormait dans sa chambre. Il était 2 heures du matin et j'attendais François dans le salon. Quand il est enfin rentré, il sentait l'alcool et le tabac. Il marchait en titubant. « Regarde-toi là, assise comme une idiote. La Sainte Catherine, la martyre. Tu comptes les minutes jusqu'à mon retour, n'est-ce pas ?» Pathétique. J'ai baissé la voix pour ne pas réveiller Anaïs. « François, s'il te plaît, notre fille dort. » Il a ri, un rire cruel et moqueur. « Et alors, elle doit savoir que sa mère est faible, sans personnalité, une ombre. Tu n'es rien sans moi. » Ces mots me transperçaient comme des couteaux. Chaque nuit, c'était la même chose. Les insultes, les humiliations, le mépris. Mais le lendemain matin, tout changeait. François se réveillait, souriait, emmenait Anaïs au jardin du Luxembourg, lui achetait des croissants à sa boulangerie préférée. Et elle oubliait. Elle ne voyait que le père héros. Jamais le monstre qui détruisait sa mère chaque nuit. Les années ont passé et la situation a empiré. François buvait de plus en plus, il rentrait de plus en plus tard. Et moi, je m'enfonçais dans le silence. J'avais peur. Peur de parler, peur de partir, peur de tout perdre. Mais surtout, j'avais peur qu'Anaïs découvre la vérité et qu'elle me déteste encore plus. Alors je me taisais. Je supportais, je survivais. En 2007, quand Anaïs avait 13 ans, j'ai commencé à voir des factures étranges. Des relevés bancaires avec des montants énormes retirés. Des messages de personnes que je ne connaissais pas qui demandaient à François de rembourser des dettes. J'ai fouillé dans ses affaires un soir pendant qu'il était sorti. C'est là que j'ai découvert l'ampleur du désastre. François avait un problème de jeu. Un vrai problème. Il jouait en ligne, il allait au casino plusieurs fois par semaine, il pariait sur tout. Le football, les chevaux, le poker, tout. Un jour de 2008, j'ai ouvert le relevé du compte épargne que nous avions ouvert pour les études d'Anaïs. Mon sang s'est glacé. Le compte était vide. Complètement vide. 80 000 €. Disparu. Transféré vers des sites de paris en ligne, PokerStars, Bet365. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise par terre dans la cuisine, le papier tremblant entre mes mains. Comment avait-il pu faire ça ? Comment avait-il pu voler l'avenir de sa propre fille ? Quand François est rentré ce soir-là, je l'attendais à la table de la cuisine. J'avais tous les relevés étalés devant moi. « François, l'argent d'Anaïs. »« Tout ? Les 80 000 €? » Il m'a regardé avec froideur, comme si j'étais une étrangère. « Je vais le récupérer. Je récupère toujours. » Ma voix tremblait de rage et de désespoir. « Tu es malade, tu as un problème, tu as besoin d'aide. » Il s'est avancé vers moi, son visage à quelques centimètres du mien, menaçant, mais sans me toucher. « Malade ? Malade ? C'est toi qui es malade, Catherine. Tu es une ratée qui n'a jamais rien fait de sa vie. Je suis la seule raison pour laquelle cette famille n'est pas dans la rue. » Anaïs avait tout entendu depuis le couloir. Le lendemain, François l'a emmenée à un concert de Coldplay. Il lui a acheté des billets hors de prix, ils ont dîné dans un restaurant chic. Et elle a oublié, comme toujours. Parce que c'était plus facile d'oublier que d'affronter la réalité. Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar. François continuait à jouer, à perdre, à emprunter. Je travaillais en cachette, des petits boulots par-ci par-là, pour essayer de reconstituer l'argent d'Anaïs. Je faisais des ménages le matin très tôt, avant qu'elle se réveille.
Je donnais des cours de français à des étudiants étrangers l'après-midi. Je vendais mes bijoux, mes vêtements, tout ce que je pouvais. Anaïs ne savait rien. Elle continuait sa vie d'adolescente normale, sans se douter que je me tuais au travail pour sauver son avenir. Un soir de mars 2009, Anaïs était chez son père pour le week-end. C'était la garde partagée, un week-end sur 2 chez lui. Le dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital Saint-Louis. Madame Besson. Nous avons votre fille Anaïs ici. Elle a été amenée par les voisins. Intoxication alimentaire grave, déshydratation sévère. Elle va bien maintenant, mais nous avons besoin que vous veniez. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru jusqu'à l'hôpital. J'ai traversé Paris comme une folle. Quand je suis arrivée, Anaïs était allongée sur un lit, pâle, faible, perfusée. Elle avait 15 ans, et elle semblait si petite, si fragile. Maman. Sa voix était à peine audible. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Elle a détourné le regard. Papa est sorti hier soir. Il a dit qu'il revenait vite. Il n'est pas revenu. J'ai eu faim. J'ai mangé ce qu'il y avait dans le frigo. Je pense que c'était périmé. Je me suis sentie mal, très mal. Les voisins m'ont entendu vomir et pleurer. Ils ont appelé l'ambulance. Je suis restée silencieuse. La rage montait en moi comme une vague. François l'avait abandonné. Il était sorti jouer, parier, boire, et il avait laissé sa fille de 15 ans seule pendant plus de 12 heures. Le médecin est entré dans la chambre. « Madame Besson, votre fille va bien maintenant, mais c'était grave. Nous devons signaler ce cas aux services sociaux. C'est de la négligence parentale. » J'ai senti la panique m'envahir. Si les services sociaux s'en mêlaient, tout allait exploser. Anaïs allait découvrir quel homme était vraiment son père. Elle allait être détruite. J'ai supplié le médecin. J'ai expliqué que c'était un accident, que François n'avait pas fait exprès, qu'il avait eu une urgence professionnelle. J'ai menti. J'ai protégé François encore une fois. Pourquoi? Pour Anaïs. Toujours pour elle. Le médecin a fini par accepter de ne pas faire de signalement officiel, mais il a gardé une trace dans le dossier médical. J'ai payé des sommes astronomiques pour que tout reste discret. J'ai tout fait pour protéger l'image du père aux yeux de sa fille. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci. Quand François est finalement arrivé à l'hôpital, 3 heures plus tard, il était sobre, bien habillé, l'air inquiet. Un vrai acteur. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Anaïs lui a souri faiblement. « Papa, j'ai juste eu une intoxication alimentaire. Ce n'est rien. » Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux qu'il savait que je savais. Mais il ne s'est pas excusé. Il ne s'est jamais excusé. En 2010, Anaïs avait 16 ans. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé le divorce. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus vivre comme ça, dans le mensonge, dans la peur, dans l'humiliation. Mais François m'a fait une promesse, ou plutôt une menace. Si tu racontes la vérité sur moi, si tu parles des dettes, du jeu, de l'hôpital, je te détruirai. Je dirai à Anaïs que tu es folle, instable, que tu inventes tout. Et elle me croira. Parce qu'elle m'aime. Elle m'aimera toujours plus que toi. J'étais assise dans le bureau de mon avocate, les papiers du divorce devant moi. Madame Besson, vous avez toutes les preuves, les relevés bancaires, les témoignages, le dossier médical. Vous pouvez obtenir la garde complète et une pension alimentaire maximale. J'ai secoué la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Non, je ne veux pas qu'Anaïs sache. Elle a encore besoin de son père. Si j'expose tout, elle va me haïr. Elle pensera que j'ai détruit son père. Je préfère qu'elle me haïsse pour être partie, plutôt que pour avoir ruiné l'image de son héros. L'avocate ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Mais moi, je savais. Je savais qu'Anaïs était fragile, qu'elle avait besoin de croire en quelque chose de stable. Alors j'ai accepté le divorce à l'amiable, garde partagée, et j'ai gardé tous les secrets. Mais j'ai aussi gardé toutes les preuves, chaque relevé bancaire, chaque message, chaque document. J'ai tout mis dans un album. Un vieil album en cuir marron que j'avais acheté dans une brocante. Page après page, j'ai collé les preuves.
Les relevés du compte épargne d'Anaïs montrant les 80 000 € disparus. Les captures d'écran des sites de paris en ligne. Les messages de François à des usuriers, à des amis, suppliant qu'on lui prête de l'argent. Les photos que j'avais prises en cachette au fil des années. François endormi sur le canapé à 4 heures de l'après-midi, entouré de bouteilles de vin vides, son ordinateur portable ouvert sur un site de casino en ligne. Il y avait aussi le dossier médical de l'hôpital Saint-Louis, le rapport complet de cette nuit de mars 2009. Patiente Anaïs Besson, 15 ans. Admission en urgence. Intoxication alimentaire sévère et déshydratation. Temps sans surveillance estimé à 12 heures. Observation médicale, possibilité de négligence parentale, mineur laissé seul au domicile. Chaque fois que je regardais ce document, j'avais envie de vomir. Mon propre silence avait failli coûter la vie de ma fille. J'ai fermé l'album et je l'ai caché dans le coffre de ma voiture, sous une vieille couverture. Pendant 13 ans, je n'y ai jamais touché. Pendant 13 ans, j'ai regardé Anaïs grandir, devenir une jeune femme, se marier avec Clément, avoir ses propres enfants. Et pendant 13 ans, elle m'a détestée. Elle pensait que j'étais celle qui avait détruit la famille. Elle pensait que j'étais égoïste, froide, incapable d'aimer. Et François était le père parfait. Celui qui l'appelait tous les jours, qui lui offrait des cadeaux coûteux, qui jouait le rôle du parent aimant que j'avais rejeté. Les années ont passé et notre relation s'est détériorée. Anaïs m'invitait aux fêtes par obligation, pas par envie. Elle me parlait poliment mais froidement. Je voyais dans ses yeux qu'elle ne me pardonnait pas d'avoir quitté son père. Elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu comprendre? Je lui avais caché la vérité pour la protéger. Mais en faisant ça, je m'étais sacrifiée. Après le divorce en 2010, j'ai dû travailler dur pour survivre. J'ai pris 3 emplois. Le matin, je faisais des ménages dans des bureaux. L'après-midi, je donnais des cours particuliers de français et de littérature. Le soir, je travaillais dans une librairie. J'étais épuisée, mes mains étaient abîmées, mon dos me faisait mal, mais je continuais. Parce que je devais reconstituer l'argent des études d'Anaïs, les 80 000 € que François avait volés. Ça m'a pris 5 ans. 5 années de sacrifices, de privations, de travail acharné. En 2015, j'avais enfin réussi à mettre de côté la somme complète. J'ai ouvert un nouveau compte épargne au nom d'Anaïs et j'y ai déposé tout l'argent. Quand elle a eu 21 ans, je lui ai donné l'accès au compte. C'est pour tes études, pour ton avenir. Elle m'a regardée avec surprise. Maman, d'où vient cet argent? J'ai souri tristement. J'ai économisé, travaillé dur, c'est pour toi. Elle m'a remercié poliment. Mais je voyais qu'elle ne comprenait pas le sacrifice que cela représentait. Elle ne savait pas que son père avait tout volé. Elle ne savait pas que je m'étais tuée au travail pour réparer ses erreurs. François, lui, continuait sa vie. Il vivait toujours dans un bel appartement, il avait toujours un bon travail, il continuait à jouer. Mais il était plus discret maintenant. Il avait appris à cacher son addiction. Et il continuait à être le père parfait aux yeux d'Anaïs. Il l'emmenait au restaurant, lui offrait des bijoux, jouait avec ses petits-enfants. Personne ne voyait le monstre derrière le masque. Personne, sauf moi. Et maintenant, en ce soir de réveillon 2023, après 13 ans de silence, après 13 ans de souffrance, j'étais là, debout dans le salon de ma fille, avec l'album entre les mains. Anaïs me regardait avec méfiance. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce cirque? On est en train de fêter le nouvel an et tu viens nous déranger avec tes histoires. » J'ai posé l'album sur la table basse, mes mains tremblaient. « Ouvre-le, s'il te plaît. Ouvre-le et tu comprendras pourquoi je suis seule. Tu comprendras tout. » Anaïs a regardé Clément qui a hoché la tête doucement. Elle a pris l'album lentement, comme si c'était quelque chose de dangereux. Anaïs a ouvert l'album lentement. Sa main tremblait légèrement. Au début, son visage était impassible, presque ennuyé. Mais quand elle a vu la première page, son expression a changé. La première page contenait le relevé du compte épargne à son nom. Compte épargne Anaïs Besson. Solde, 0 €. Historique des transactions, moins 80 000 € transférés vers PokerStar, Bet365, divers sites de paris en ligne. Date, entre juillet 2007 et mars 2008.
Anaïs a levé les yeux vers moi, confuse. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était moins assurée maintenant. C'est l'argent de tes études. Ton père l'a tout dépensé en paris en ligne quand tu avais 13 et 14 ans. 80 000 €. Disparu. Elle a secoué la tête. Non, c'est impossible. Papa m'a toujours dit que c'était toi qui avais pris l'argent lors du divorce. Mon cœur s'est serré. Il t'a menti. Regarde les dates, regarde les transactions. Tout est là. Clément s'est approché et a regardé par-dessus l'épaule d'Anaïs. Mon Dieu! Il a murmuré. Anaïs a tourné la page. La deuxième page contenait des captures d'écran de messages. Des messages de François à différentes personnes. Marc, j'ai besoin de 5 000 € d'urgence. Je te rembourse le mois prochain, promis. Jean, s'il te plaît, prête-moi 3 000. C'est la dernière fois, je te jure. Monsieur Dubois, je sais que je vous dois déjà de l'argent, mais j'ai besoin de plus de temps. Je vais tout récupérer, j'ai un bon tuyau pour le match de demain. Anaïs lisait en silence. Son visage devenait de plus en plus pâle. Elle tournait les pages une à une, découvrant l'ampleur du désastre. Il y avait des dizaines de messages comme ça. Des supplications, des promesses non tenues, des mensonges. La troisième page montrait une photo que j'avais prise un après-midi de 2007. François était allongé sur le canapé, à 4 heures de l'après-midi, complètement endormi. Autour de lui, 6 bouteilles de vin vides. Sur la table basse, son ordinateur portable ouvert montrait un site de casino en ligne. On pouvait voir clairement l'écran. Roulette en direct, solde du compte, moins 3 200 €. Anaïs a porté sa main à sa bouche. « Papa !» Sa voix était un murmure. Je me suis assise à côté d'elle. Ton père avait un problème. Un vrai problème de jeu. Il jouait tout le temps. Le soir, la nuit, même pendant ses heures de travail. Il perdait des sommes énormes. Et quand il n'avait plus rien à perdre, il empruntait. À des amis, à des collègues, à des usuriers. Il a mis notre famille en danger financier pendant des années. Les invités dans le salon étaient silencieux, mal à l'aise. Personne ne savait quoi dire. Anaïs a continué à tourner les pages. Il y avait d'autres photos. François dans un casino à Deauville, une pile de jetons devant lui. François dans un bar, complètement ivre, l'air hagard. Des factures impayées, des lettres de relance, des menaces d'huissier. Chaque page était une nouvelle révélation, une nouvelle trahison. Puis Anaïs est arrivée à une page qui m'a toujours fait mal. Une lettre manuscrite. Une lettre que j'avais écrite en 2009, mais que je n'avais jamais envoyée. Ma chère Anaïs, si un jour tu lis ceci, c'est que j'ai trouvé le courage de te dire la vérité. Ton père n'est pas l'homme que tu crois. Il m'a détruite pendant des années. Pas avec des coups, mais avec des mots. Il m'a dit que j'étais inutile, stupide, sans valeur. Il m'a enfermée dans la maison, m'a coupée de mes amis, de ma famille. Il a contrôlé chaque centime que je dépensais. Et quand il a commencé à jouer, il a mis notre sécurité en danger. Mais je ne t'ai jamais rien dit parce que je voulais que tu aies un père. Même si cela signifiait que tu me détesterais. Je t'aime plus que tout au monde, et je ferai toujours ce qu'il faut pour te protéger. Même si cela me coûte ton amour. Maman. Anaïs lisait la lettre. Les larmes commençaient à couler sur ses joues. Maman, je ne savais pas. Sa voix se brisait. Comment aurais-tu pu savoir? Je t'ai tout caché. J'ai menti, j'ai protégé ton père, j'ai fait semblant que tout allait bien. Parce que je voulais que tu grandisses en aimant ton père, même si cela signifiait que tu me haïrais. Oh, Anaïs tremblait maintenant. Elle a tourné encore quelques pages, découvrant d'autres preuves, d'autres mensonges, d'autres trahisons. Puis elle est arrivée à la dernière page, et là, elle s'est figée complètement. Son visage est devenu blanc comme un linge. La dernière page contenait un document médical. Un document de l'hôpital Saint-Louis daté du 14 mars 2009. Patiente, Anaïs Besson, 15 ans. Date d'admission, 14 mars 2009, 3 heures du matin. Motif, intoxication alimentaire grave, déshydratation sévère. La patiente a été amenée par les voisins après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement. Temps estimé sans surveillance, environ 12 heures.
Observation médicale, possible cas de négligence parentale. La mineure était seule au domicile, sans nourriture fraîche, sans surveillance adulte. Anaïs lisait et relisait le document, ses mains tremblaient violemment. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Papa m'a dit que c'était juste une gastro. Sa voix était à peine audible. J'ai pris une grande respiration. Ce n'était pas une gastro, mon cœur. Ton père t'avait laissé seul tout le week-end. Il était parti jouer au casino. Tu étais seul pendant plus de 12 heures. Tu as mangé quelque chose de périmé dans le frigo parce que tu avais faim. Tu es tombé malade, très malade. Les voisins t'ont entendu vomir et pleurer. Ils ont appelé l'ambulance. Quand je suis arrivée à l'hôpital, tu étais sous perfusion, déshydraté, faible. Anaïs a porté ses mains à son visage. Les larmes coulaient librement maintenant. Je me souviens avoir été malade. Mais papa m'a dit... Elle ne pouvait pas finir sa phrase. Clément l'a prise dans ses bras. « Mon Dieu, Anaïs !» Je me suis agenouillée devant elle. Les médecins voulaient signaler le cas aux services sociaux. C'était de la négligence parentale grave. Mais j'ai supplié. J'ai menti. J'ai dit que c'était un accident, que ton père avait eu une urgence professionnelle. J'ai payé pour que le dossier reste confidentiel. J'ai tout fait pour protéger ton père, pour que tu ne découvres jamais qu'il t'avait abandonné. Le silence dans la pièce était lourd, oppressant. Anaïs sanglotait maintenant, son corps entier tremblait. Tu as protégé papa après ce qu'il t'avait fait, après ce qu'il m'avait fait? J'ai pris ses mains dans les miennes. Parce que tu avais 15 ans, parce que tu l'aimais, parce que je ne voulais pas que tu grandisses en haïssant ton père. Je préférais que tu me haïsses moi plutôt que de détruire l'image que tu avais de lui. Je préférais être la méchante de l'histoire si ça signifiait que tu pouvais avoir un père. Anaïs a secoué la tête, incrédule. « Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça ?» Ma voix s'est brisée. « Parce que je suis ta mère, et qu'une mère fait tout pour protéger son enfant, même si ça lui coûte tout, même si ça signifie 13 ans de solitude, 13 ans de silence, 13 ans à être détestée par sa propre fille. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, plus que moi-même. » Clément regardait les documents. Son visage montrait du dégoût. « Catherine, vous avez travaillé pendant des années pour rembourser l'argent qu'il avait volé, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. 5 ans. J'ai travaillé jour et nuit pendant 5 ans. 3 emplois. Je faisais des ménages le matin, je donnais des cours l'après-midi, je travaillais dans une librairie le soir. J'ai économisé chaque centime. Et en 2015, j'ai enfin réussi à reconstituer les 80 000 euros. Je les ai mis sur un compte épargne au nom d'Anaïs. C'était pour ses études, pour son avenir. Anaïs m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Le compte que tu m'as donné quand j'avais 21 ans, c'était ça? Tu as travaillé pendant 5 ans pour... Elle ne pouvait pas continuer. Les sanglots l'étouffaient. Oui, c'était ça. Je ne pouvais pas laisser ton avenir être détruit par les erreurs de ton père. Alors je l'ai reconstruit, centime par centime. Les invités commençaient à partir discrètement, mal à l'aise face à cette scène intime et douloureuse. Bientôt, il ne restait plus que nous 3 dans le salon. Anaïs, Clément et moi. Anaïs serrait l'album contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. J'ai dit des choses horribles. » J'ai essuyé mes larmes et j'ai pris les mains d'Anaïs. Tu n'avais aucun moyen de savoir. C'était mon choix de te cacher la vérité. Mon choix de tout garder secret. Je ne t'en veux pas, mon cœur. Je ne t'en ai jamais voulu. Anaïs a secoué la tête violemment. Non, maman. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû poser des questions. Au lieu de ça, j'ai cru aveuglément papa. J'ai passé 13 ans à te détester pour quelque chose que tu n'avais pas fait. 13 ans à t'ignorer, à te traiter froidement, à te faire sentir que tu n'étais pas la bienvenue dans ma vie. Clément s'est levé et nous a laissés seuls un moment. Anaïs et moi étions assises l'une en face de l'autre, l'album entre nous. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant, maman? Comment je peux réparer ça ?» J'ai souri tristement. « Tu n'as rien à réparer. Tu étais une enfant qui aimait son père. C'est normal, c'est naturel. » Elle a essuyé ses larmes. « Je dois parler à papa. Je dois l'affronter. Il doit savoir que je sais tout. » Le lendemain matin,
Le 1er janvier 2024, Anaïs a pris sa voiture et elle est allée à l'appartement de François. Il vivait seul à Belleville, dans un petit studio. Quand elle est arrivée, il faisait froid et gris. Paris était encore endormi après les festivités de la veille. Elle a sonné à l'interphone. « Oui ?» La voix de François était éraillée, fatiguée. « Papa, c'est moi, Anaïs, il faut qu'on parle. » Il y a eu un silence, puis le bruit de la porte qui s'ouvrait. François l'attendait sur le palier, souriant, en robe de chambre. « Anaïs, quelle surprise! Bonne année, ma chérie. Entre, entre. » Mais quand il a vu son visage, son sourire s'est figé. Qu'est-ce qui se passe? Anaïs est entrée sans dire un mot. L'appartement était petit, encombré. Des factures empilées sur la table, des bouteilles vides dans un coin, l'odeur de renfermé. Elle a posé l'album sur la table basse avec un bruit sourd. « Explique-moi ça, maintenant. » François a regardé l'album. Son visage a pâli instantanément. « Où? Où tu as trouvé ça ?» Sa voix tremblait. « Maman l'a gardé pendant 13 ans. Toutes les preuves. Tout est mensonge. Tout. » Anaïs a ouvert l'album à la première page. 80 000 €, mon argent, mes études, tu as tout joué, tout perdu. François s'est assis lourdement sur le canapé, sa tête dans ses mains. « Anaïs, C'était il y a longtemps. J'avais un problème. »« Un problème ?» La voix d'Anaïs montait. « Tu m'as volé mon avenir. Tu as volé l'argent que mes grands-parents avaient mis de côté pour moi. Et maman a dû travailler comme une esclave pendant 5 ans pour tout rembourser. 5 ans !» François levait les mains en geste d'apaisement. « Je sais, j'étais malade. Le jeu, c'est une addiction, tu comprends ?» Je ne pouvais pas m'arrêter. Anaïs a tourné les pages brutalement. « Et ça? Ces messages où tu supplies tes amis de te prêter de l'argent? Ces photos où tu es ivre-mort à 4 heures de l'après-midi ?» François ne disait rien. Il regardait le sol, incapable de soutenir le regard de sa fille. Puis Anaïs a tourné jusqu'à la dernière page. Le rapport médical de l'hôpital Saint-Louis. Elle l'a posé devant lui. « Et ça, papa? Ça aussi c'était ton addiction? Tu m'as laissé seule pendant 12 heures. J'avais 15 ans. 15 ans. J'aurais pu mourir. » La voix de François n'était plus qu'un murmure. Je ne me souviens pas bien de cette nuit. J'étais au casino. Je pensais revenir vite. « Tu pensais revenir vite ?» Anaïs criait maintenant. Toutes les années de colère refoulée explosaient. « J'ai mangé de la nourriture pourrie parce que j'avais faim. Je suis tombée malade. Les voisins m'ont trouvée inconsciente. Et tu sais quoi? Maman a menti pour te protéger. Elle a payé les médecins pour qu'ils ne signalent pas la négligence. Elle a tout fait pour que je ne découvre jamais quel genre d'homme tu es vraiment. » François pleurait maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Ta mère a toujours été meilleure que moi. Tellement meilleure. Je ne la méritais pas. Je ne te méritais pas non plus. » Anaïs le regardait, cet homme qu'elle avait idolâtré toute sa vie, cet homme qui s'effondrait maintenant devant elle. « Pendant 13 ans, papa. Pendant 13 ans, j'ai cru que maman était la méchante, que c'était elle qui avait détruit notre famille, que c'était elle qui était égoïste et froide. Et hier soir, tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai humiliée devant tout le monde. Je lui ai dit qu'elle était seule parce qu'elle le méritait. Je lui ai dit qu'elle avait détruit notre famille. » Sa voix se brisait entre les sanglots. « Et pendant tout ce temps, c'était toi le monstre. » François sanglotait maintenant. Ses épaules tremblaient. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Anaïs. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolée. » Anaïs a secoué la tête. « Tes excuses ne suffisent pas. Elles ne ramèneront pas les années où j'ai traité maman comme une étrangère. Elles ne ramèneront pas les dîners de famille où je l'ai ignorée. Elles ne ramèneront pas tous les moments où elle était seule parce que je refusais de la voir. » Elle s'est levée, a pris l'album. « Je ne sais pas si je peux te pardonner un jour, papa. Je ne sais même pas si je veux te voir en ce moment. Tu m'as menti pendant toute ma vie. Tu as fait de moi une complice involontaire dans la souffrance de maman. » François s'est levé aussi, a tenté de s'approcher, mais Anaïs a reculé. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. » Anaïs a ouvert la porte. « Il n'y a rien à expliquer.
Tout est dans cet album. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment où tu as choisi le jeu plutôt que ta famille. Maman n'a jamais eu besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Les faits parlent d'eux-mêmes. Elle est partie, laissant François seul dans son appartement encombré, entouré de ses regrets et de ses bouteilles vides. Anaïs a conduit à travers Paris, les larmes brouillant sa vision. Elle a fini par se garer près de la Seine, à marcher le long du fleuve, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était un mensonge. Son père parfait était un homme brisé, un menteur, un joueur compulsif qui avait détruit sa famille. Et sa mère, celle qu'elle avait rejetée pendant 13 ans, était une héroïne silencieuse qui avait tout sacrifié pour elle. Finalement, elle est retournée chez elle. Clément l'attendait, inquiet. Comment ça s'est passé? Anaïs s'est effondrée dans ses bras. Il a tout avoué, tout. Il pleurait, il s'excusait, mais ça ne change rien. Il m'a volé 13 ans avec ma mère. 13 ans où j'aurais pu être là pour elle, où j'aurais pu la soutenir, où j'aurais pu lui montrer que je l'aimais. Clément l'a serré contre lui. Il n'est pas trop tard. Ta mère est toujours là. Elle t'aime toujours. Le lendemain, Anaïs est allée chez sa mère. J'habitais un petit appartement dans le Marais, modeste mais confortable. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu son visage, j'ai su. Elle est tombée à genoux devant moi, a entouré mes jambes de ses bras et a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis qu'elle était enfant. « Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Pour toutes ces années. Pour tous ces mots cruels. Pour t'avoir abandonnée quand tu avais le plus besoin de moi. Je me suis agenouillée à côté d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je t'ai déjà pardonné, mon cœur. Je t'ai pardonné avant même que tu aies quelque chose à te faire pardonner. Tu es ma fille. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Nous sommes restés là, sur le sol de l'entrée, à pleurer ensemble, à nous accrocher l'une à l'autre, comme si nous avions peur de nous perdre à nouveau. Les jours suivants, Anaïs est venue me voir tous les jours. Nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Elle m'a posé des questions sur mon mariage, sur les années difficiles, sur mes sacrifices. Je lui ai tout raconté, sans filtre, sans protection. Elle avait le droit de savoir. Elle avait 30 ans maintenant. Elle pouvait comprendre. Et elle a compris. Elle a pleuré avec moi pour toutes ces années perdues, pour toute cette souffrance que j'avais endurée en silence. Mais il y avait encore une question qui restait. François. Que faire avec François? Anaïs ne l'avait pas rappelé depuis leur confrontation. Son téléphone sonnait plusieurs fois par jour. Des messages s'accumulaient. « Anaïs, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je t'aime. Tu es tout ce qu'il me reste. » Mais elle ne répondait pas. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas si elle pouvait ou voulait pardonner. Et vous? Qu'en pensez-vous? Anaïs devrait-elle pardonner à son père? Peut-on pardonner quelqu'un qui a menti pendant des décennies? Ou devrait-elle se concentrer sur sa relation avec sa mère et laisser François faire face aux conséquences de ses actes? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à sa place. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. À bientôt.